best practices que j'ai mis dans les présentations, mais on va en passer quelques-unes, juste pour vous donner des exemples. Par exemple, donc sur le premier critère, respect des droits humains fondamentaux, désolé, ces slides sont en anglais, mais je vais parler en français. Je vais vous donner une très bonne pratique pour le secteur bancaire. Ça a été la signature récemment d'un accord entre des banques des Pays-Bas, 13 banques qui ont conclu un accord avec à la fois des syndicats et des ONG et le gouvernement néerlandais pour mettre en place un programme et partager des best practices sur le thème des droits de l'homme dans leurs activités, en fait sur comment appliquer, comment promouvoir les droits de l'homme et éviter toute violation dans leurs activités de prêt et de financement de projets. Donc ça, c'était une initiative qui a été communément reconnue par les différentes parties prenantes comme une best practice. J'étais au forum des entreprises des droits de l'homme des Nations Unies le mois dernier et il y avait un panel justement qui parlait de cet accord et qui mettait en évidence le fait que en fait ces banques-là, elles sont de différentes natures. On a à la fois des banques commerciales, des banques de développement, des banques plus régionales, mais elles se sont mises ensemble pour justement avoir un accord assez ambitieux en fait sur la thématique des droits de l'homme. Et le fait que cet accord a été signé avec les syndicats et puis des ONG est une preuve que justement ils sont tous mis autour de la table et voilà, et ont essayé d'avoir une approche la plus complète possible. Et c'est un accord ce qui est important en fait, c'est un accord qui ne focus pas seulement sur les risques auxquels font face les banques, mais sur justement les gens, ce qu'on appelle les rights holders, c'est-à-dire les individus directement, le risque droit de l'homme sur les individus. Parce que souvent, en fait, on dit les entreprises, elles doivent se prémunir contre leurs propres risques, mais ce qu'on demande en termes de droits de l'homme aussi, le respect des droits de l'homme, c'est pas une option pour les entreprises, c'est ancré dans la loi et dans les textes internationaux. Donc ce qu'on demande, c'est que les entreprises mettent en place justement des process pour éviter toute violation, pas seulement pour leur de remonter des plaintes en fait confidentielles, donc pour les employés de ces banques. Et en fait, et aussi créer un système de gestion des plaintes qui est à la fois accessible pour les employés, mais aussi pour les clients et les tierces parties, c'est-à-dire les autres parties prenantes affectées par l'activité de ces banques. Donc voilà, ça c'était un exemple de best practice. Je vais peut-être en faire une deuxième et m'arrêter là. Oui, en termes de par exemple une bonne pratique en termes de respect du droit, respect de la liberté d'association et du droit à la négociation collective, qui est, comme je le disais, un thème qui est très peu adressé par les entreprises. Une bonne pratique, c'est la signature d'un accord cadre avec une fédération internationale une fédération syndicale internationale. Donc là, j'avais mis l'exemple de Danone, qui est un des premiers groupes à avoir signé un accord cadre international avec l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation. Donc l'accord qui a été signé avec cette fédération syndicale met en place un système de monitoring qui est à la fois fait par des représentants du personnel de Danone, mais aussi avec un représentant de ce syndicat qui travaille chez Danone. Qui veille à l'application de l'accord. On a ce que je disais, Danone assure le suivi des questions liées à la liberté syndicale en collectant des rapports sociaux qu'il envoie donc à ses filiales. Donc il y a vraiment, en fait, un accord cadre, c'est un accord qui est donc signé avec, pour vous expliquer, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est un instrument négocié entre une entreprise multinationale et une fédération syndicale en vue d'établir une relation entre les parties et de garantir le respect des mêmes normes dans tous les pays de cette multinationale. Donc
Donc c'est en fait, et notamment sur les thèmes du respect des droits des travailleurs, enfin la liberté d'association, etc. La signature d'un accord cadre, c'est censé permettre justement que ces droits soient appliqués même dans les pays les plus risqués. Et souvent en fait, des entreprises comme Danone s'assurent qu'au niveau local, il y a des représentants du personnel qui s'assurent de la mise en place de cet accord et qu'il y ait un système d'alerte qui soit en place afin que les employés qui veulent faire remonter justement une violation de leurs droits puissent le faire. Et notamment aussi, on a la Danone Entreprise a mis en place des audits pour assurer des audits qui sont pratiqués de manière régulière pour s'assurer que cet accord est effectivement appliqué et qu'il y a vraiment un dialogue social dans tous les pays dans lesquels Danone opère. Voilà, ça c'était une autre pratique. Je ne sais pas comment on est. Enfin, Joël, si au niveau du temps. Oui, alors merci beaucoup, Juliette. Effectivement, on peut peut-être arrêter ici parce qu'on a pas mal de questions. Et puis peut-être vous pouvez aussi donner la perspective, pour commencer, donner la perspective de Vigéo par rapport aux devoirs de vigilance, alors en particulier par rapport à la loi française. Comment vous allez vous en emparer ou au moins peut-être quel type de progrès vous pensez nécessaire des entreprises. Alors, on a une idée d'après la présentation, mais je ne sais pas si vous avez un message supplémentaire à ajouter. Alors, déjà... Et encore, attendez, excusez-moi, puis toujours, parce qu'en fait, le cadre que vous avez présenté au tout début, je vais peut-être essayer d'y revenir sur... voilà, c'était ça. Alors, comment ça se compare par rapport au cadre, au cadre de la loi sur le devoir de vigilance, peut-être? Ok. Voilà. Alors déjà, au niveau de la loi de vigilance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait le concept de vigilance, il existe déjà depuis longtemps en fait, et il a été élaboré il a été mentionné dans les textes internationaux comme les lignes directrices, les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme, les lignes directrices de l'OCDE, etc. Donc là, c'est pas un concept nouveau, donc c'est un concept qui a déjà été intégré dans notre système de notation. Alors bien sûr, comme chaque loi importante, etc., ce que je vous disais au début, c'est que nous, on actualise notre référentiel de notation si on voit qu'effectivement, il y a des aspects qui ne sont pas évalués. Mais donc, ce qu'on voit là, le périmètre en fait de cette loi sur le devoir de vigilance, vise à identifier les risques et à prévenir à prévenir les atteintes envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l'environnement. Donc ça, c'est le périmètre de la loi sur le devoir de vigilance. Donc ce sont déjà des thèmes qui sont évalués dans notre méthodologie. Donc ce qui est important après nous, déjà le progrès, ce qui est important de souligner, c'est que là, c'est une loi qui vraiment met en évidence le fait que maintenant le concept de vigilance, c'est pas juste c'est quelque chose de volontaire ou qui est spécifique à l'éthique d'un dirigeant, etc., mais que c'est vraiment un devoir managérial impliquant une obligation d'action pour les entreprises en fait. Donc ce qui est important, nous, c'est là où on peut aider, c'est justement aider les entreprises à bien comprendre la portée de cette loi et son périmètre. Et puis les accompagner pour mettre en place justement les recommandations de cette loi, c'est-à-dire pour les rappeler, c'est-à-dire faire une cartographie des risques, avoir des procédures d'évaluation régulières de la situation de leurs filiales et des sous-traitants ou fournisseurs, et mettre en place des mesures adaptées pour atténuer ces risques et prévenir toute atteinte grave sur le périmètre de cette loi. Donc en fait,
et avoir des dispositifs de suivi et des mécanismes d'alerte pour les entreprises. Donc nous, là où on peut aider les entreprises, c'est justement voilà, à se positionner, à mieux comprendre par cette loi sur le devoir de vigilance et voilà, identifier déjà les aider à interpréter la loi et aussi tout le cadre sur lequel repose cette loi. Et puis aussi voilà, comprendre déjà ce qu'ils ont en place, est-ce qu'ils ont besoin, il y a certaines entreprises en France qui déjà ont peut-être déjà justement des mécanismes déjà en place et qui au final ça va pas énormément changer pour elles, alors qu'il y en a d'autres qui peut-être doivent faire tout à zéro, une cartographie des risques pour leurs fournisseurs qui a jamais été mise en place, etc. Donc voilà, c'est ça le rôle d'une agence de notation. C'est plutôt la partie du coup ce que je vous disais entreprise qui va avoir une offre d'accompagnement des entreprises sur la mise en application de cette loi. Et après en termes voilà ce que je vous disais de la notation et de notre référentiel, dès qu'une loi nouvelle sort, on effectue justement une analyse pour voir si on est en ligne avec les obligations de cette loi et on effectue des ajustements aussi dans notre questionnement de manière régulière. D'accord. Alors merci beaucoup Juliette. Alors on va poser les quelques dernières questions et après donc on va vous libérer et libérer les participants. Alors je vous les pose toutes en même temps. Donc Geoffrey demandait, j'ai dû avoir un tout petit moment d'absence. Mais donc je ne pense pas que vous ayez répondu. Geoffrey demandait est-ce qu'il y a une étude de cas concrète sur votre site. Et deuxième question, en tant qu'agence de notation, pourquoi ne pas publier les notes des entreprises? Ce sont des informations utiles pour les citoyens et citoyennes. Et on avait une question de Donald qui se demandait si l'étude faite prenait en compte les réalités des filiales africaines des groupes européens. Voilà, et je crois qu'on aura fait le tour des questions, donc après je conclurai. Merci, je vous en donne la parole. Alors c'est quoi du coup la première question, parce que je me suis perdue. L'étude faite prend-elle en compte les réalités? Ah non. Alors, étude de cas concrète, mais là, vous en avez montré, et puis du coup, je pense qu'on pourra publier votre présentation sur le site. Oui, et il y en a aussi dans l'étude, des études de cas concrètes. Il y a à la fois des controverses et des bonnes pratiques, donc je vous invite à les lire vu qu'on n'a pas trop de temps, mais en tout cas, c'est disponible. On régulièrement publie en fait des études de cas pour justement donner des exemples concrets en fait de bonnes pratiques et de controverses. Après. Et après, l'autre, c'était sur les filiales africaines. Enfin, est-ce que vous prenez en compte les réalités des filiales africaines des groupes européens? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de demandes par rapport aux pays à risque. Oui, en fait, quand on note une entreprise, on note pas que justement son siège ou voilà. Quand on note une entreprise, une multinationale française par exemple, justement, dans notre analyse, ce que je vous disais, c'est que quand on évalue les mesures mises en place, on évalue aussi la couverture de ces mesures, c'est-à-dire savoir si l'entreprise met en place ces mesures dans tous les sites dans lesquels elle opère, et notamment sur des problématiques sur le respect du droit des travailleurs, etc. C'est d'autant plus important pour nous d'identifier, déjà on identifie dans quel pays une entreprise opère, et aussi justement on s'attend à ce que l'entreprise diffuse des mesures particulières justement dans les pays risqués au niveau du droit des travailleurs. Notamment audits sociaux sur ces sites, c'est ce que je disais, formation des employés dans ces pays sur leurs droits syndicaux, sur leurs droits sociaux, etc. Présence effective de dialogue social avec des représentants du personnel sur ces sites. Donc bien sûr, oui, les filiales africaines des multinationales sont couvertes parce que comme toute filiale en fait d'un groupe qu'on note, quoi. Alors d'accord, merci.